Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Yes. Bon, bienvenue dans The Big Shift. Lou, c'est la deuxième fois. Théo, c'est la première. Lou, je te l'ai jamais dit, mais la toute première fois où t'es passé dans le podcast, on enregistrait à distance. Ouais. Et t'avais une boucle d'oreille qui cognait contre le micro. Ouais. Et c'était un de mes premiers épisodes et j'ai pas osé te dire que ça gênait le micro. Et je sais pas pourquoi, je me disais non mais c'est pas grave, je vais réussir à le reproduire, enfin je vais pouvoir l'enlever en prod, etc. Et du coup, il y a un petit souci quand même de qualité sur cet audio, je suis un peu dégoûté. Mais l'épisode était quand même très très bien, mais je pense C'est pour ça que tu m'as réinvité en fait. Ouais, exactement, il faut refaire une nouvelle version. Mais du coup, j'avais quand même plusieurs... Non. De quoi? Je me demandais si c'était pas qu'on était à la COP et que t'avais enregistré un épisode genre assis par terre d'un podcast. Non, t'étais quand même dans ton C'était pas bureau. celui-là. C'était pas celui-là. Bon, donc il y a pire. Ça veut dire Un qu'il y a autre pire. problème de qualité. Mais du coup, je suis très content de réenregistrer ce nouvel épisode avec toi, histoire de pouvoir remettre les choses à plat. Mais c'est dommage parce que j'avais plusieurs personnes qui m'avaient dit que l'épisode était trop bien, mais que la qualité, qu'il y avait des clics réguliers, et en fait, c'était tes boucles d'oreilles qui cognaient contre le micro. Voilà. Aujourd'hui, tes boucles d'oreilles courtes. Ouais. Donc ça va nous bien aider. se passer. Et puis enchanté du coup, Théo, nous on s'est croisés une fois chez nos amis de Vers, mais on n'avait jamais eu l'occasion d'échanger plus longtemps. Donc ça y est, c'est parti, c'est l'occasion aujourd'hui. Merci. Bienvenue tous les deux dans The Big Shift. L'objectif de cet épisode, c'est de parler d'IA et d'écologie. On parle énormément d'intelligence artificielle ces derniers temps, pour le meilleur comme pour le pire, en disant que ça va changer la vie, en disant que ça va révolutionner la façon dont on voit le travail, dont on voit la production, la productivité, et en même temps la façon dont on voit la donnée, la consommation d'énergie. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à éclaircir sur ce sujet-là, et je suis très content de le faire avec vous aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, chacun, vous pouvez vous présenter, me dire un peu ce que vous faites? Vous êtes tous les deux du coup des cofondateurs de Data for Good. Si vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste. Alors, on n'est pas exactement les cofondateurs, je suis obligée de le dire parce qu'à terme, cette rumeur va vraiment persister. Disons qu'on est tous les deux les coprésidents de l'association depuis pas mal de temps. Et Data for Good, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté de plus de 6000 experts de la tech bénévoles qui donnent de leur temps pour accompagner des projets d'intérêt général qui n'ont pas les ressources financières ou techniques en interne pour pouvoir utiliser la donnée. Et donc, notre mission, c'est vraiment d'essayer de les aider et de co-construire avec eux des projets qui leur permettent de démultiplier leur impact. Donc ça, c'est la base de Data for Good. Et puis le reste, après, je pense qu'on reviendra dessus. Mais l'idée, c'est pas d'être des ayatollahs de la technologie, parce qu'on pourrait penser ça quand on voit notre nom. L'idée, c'est vraiment d'utiliser la donnée, mais de manière raisonnée et sobre, en promouvant des valeurs vraiment de respect des limites planétaires et d'intérêt général. C'est intéressant parce que du coup, ça va nous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire en restant dans la limite. Est-ce qu'on est obligé, du coup, en termes de sobriété, de se couper de toutes ces technologies, ou est-ce qu'on peut les utiliser à meilleur escient? Toi, du coup, Théo, c'est quoi ton background? Alors, moi, je suis ingénieur en intelligence artificielle de métier. Donc, je suis un geek depuis longtemps. Je programme encore quasiment tous les jours. Je suis coprésident avec Lou depuis 4-5 ans. Bénévole depuis la création il y a 9 ans, et à côté de mes engagements associatifs, je travaille dans une boîte qui s'appelle Equimetrix, où je suis responsable des solutions IA pour le climat. Donc j'ai notamment dans ce cadre-là développé un chat GPT des rapports du GIEC qui me donne l'occasion de travailler avec les scientifiques climatiques sur le sujet et voir comment eux aussi peuvent se servir de ces technologies-là. Donc on pourrait aussi en parler pour étendre le scope d'applications positives. Ouais, complètement. Et c'est accessible pour tout un chacun. Gratuit. Ok. Et ouvert il à s'appelle tous. comment l'outil? Climate Q&A. Ok. C'est mon petit bébé qui marche très bien et qui est encore très utile. La semaine dernière, Valérie Masson-Delmotte le partageait encore pour dire bon, regardez ce qu'il y a dessus, genre arrêtez de me poser des questions. Parce que, bon, c'est pas vrai, parce qu'elle a fait un thread sur l'ouragan Kirk qui durait genre je sais pas combien, donc elle prend quand même beaucoup de temps, mais elle renvoie beaucoup l'outil pour inciter les gens à aller faire des recherches un peu améliorées plutôt que de faire des contrôles F dans les rapports du GIEC. J'allais dire, c'est un contrôle F amélioré. Ouais, okay. C'est ça. Contrôle F, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fonction de recherche sur n'importe quel document, n'importe quelle page web. C'est très pratique, cependant. C'est un contrôle F où tu n'as pas besoin de te taper 1000 pages avant de trouver l'endroit que tu cherches. Ouais. Ok, Data for Good,
Raison pour laquelle aussi je voulais qu'on passe un peu de temps ensemble dans cet épisode, c'est parce que vous êtes ultra prolifique en fait ces derniers temps. On entend parler, alors quand on est dans la bulle écolo, hein, mais on va l'ouvrir un peu cette bulle, mais on entend parler des carbon bombs. Je pense que ça avait fait un gros boom quand même l'année dernière, fin d'année, peut-être novembre ou décembre. Ping bombs récemment, donc là c'est sur l'industrie de la surpêche et notamment sur les saumons. Taxplorer sur l'évasion fiscale, Ecologits. Il y a quand même beaucoup de sujets. Comment est-ce que vous choisissez les projets avec lesquels vous allez travailler? Et peut-être que vous pouvez un peu présenter les 4 derniers que je viens de citer. Ouais. Sauf s'il y en a d'autres qui sont hyper importants sur lesquels je suis passé à côté. Alors en fait, le fonctionnement de Data for Good, le cœur du fonctionnement initial, c'est d'organiser des saisons d'accélération dans lesquelles en fait tous les ans on va sélectionner une dizaine d'associations avec une problématique data pour les aider à s'améliorer sur ce sujet et à construire un produit qui les aide à augmenter leur impact. Donc déjà, tous les ans, on fait une dizaine de projets. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces projets, c'est pas... l'idée, c'est aussi de faire une forme de speed dating entre ces associations-là et des bénévoles experts qui ont envie de donner de leur temps, qui ont potentiellement un travail à côté ou qui sont freelance ou même entre deux jobs, mais qui ont un petit peu de temps à donner. Et du coup, de faire ce speed dating et de monter des équipes d'une vingtaine de bénévoles par projet pour, pendant 4 mois, construire à fond le projet et à la fin, aboutir à un produit qui fonctionne, que l'association va pouvoir utiliser et qui est open source parce que un des cœurs de nos valeurs, c'est aussi de construire des outils qui vont pouvoir être réutilisés derrière, qui sont... on a un peu l'ambition de construire des formes de communs numériques qui permettent en fait à d'autres de progresser grâce au travail fourni par d'autres personnes qui ont des problématiques similaires. Et donc ça nous permet déjà du coup d'avoir accès à des ressources hyper techniques qui ont envie de mettre leurs compétences au service de l'intérêt général et de les matcher avec des associations qui ont des besoins. Donc du coup, comme ça, déjà tous les ans, on arrive à accompagner une dizaine de projets dans un format un peu laboratoire expérimental parce que du coup... ce format-là, il nous permet à la fois d'accompagner des associations beaucoup plus matures qui savent précisément ce qu'elles veulent faire ou qui sont dans l'impact depuis longtemps, comme des gens qui ont une idée, qui ont besoin d'une équipe pour la réaliser et qui vont, grâce à cet accompagnement-là, pouvoir aller au bout de leur idée et du coup devenir potentiellement eux-mêmes une association et un projet concret qui essaime derrière. Et, par exemple, on a une association qui s'appelle Pioneer, qui est né au sein de Data for Good. C'est un ingénieur expert en computer vision qui se servait de ses compétences pour détecter les petits pois et les carottes dans vos assiettes, qui s'est dit un jour, en fait, la problématique des incendies, ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de voir comment est-ce que je peux utiliser mes compétences sur ce sujet-là. Donc, il est arrivé avec cette idée. Il a dit, qui veut faire ce projet avec moi ? Il a monté une petite équipe. Ils ont abouti à un premier prototype au bout des 4 mois de saison. Et ensuite, c'est devenu une association. Tous les bénévoles ont continué. Donc maintenant, ils sont une 50aine dans l'asso. Ils ont leur propre financement. Ils ont équipé, de nombreuses tours de guet en France, mais aussi au Chili, pour surveiller les incendies et aider les pompiers dans leur travail pour lutter contre les incendies. Et donc, c'est pour illustrer que ce format, il nous permet d'accompagner différents types de structures et donc du coup de faire émerger des choses qui n'auraient pas forcément pu émerger dans des cadres peut-être plus stricts, quoi. Okay. Je pense que ce que tu n'as pas précisé, c'est que c'est aussi parce qu'on a dépassé les 6000 bénévoles depuis la semaine dernière. Sur Data for Good ? Ouais. Okay. Et donc, en fait, c'est vrai que bien sûr, tous ne sont pas actifs à un moment donné, mais ça nous permet quand même en fait, d'avoir en général sur des saisons entre 300 et 500 bénévoles actifs qui sont des gens avec parfois beaucoup d'expérience, beaucoup de gens aussi qui cherchent à trouver un sens justement dans ces métiers de la tech qu'ils ne trouvent pas ailleurs ou dans leur métier. Et donc on sert aussi à ça, c'est créer une communauté de gens qui se disent que la technologie ça va pas super bien, mais par contre être avec des pairs qui partagent ces valeurs-là, ça permet de faire des projets géniaux quand ils sont mis avec des ONG qui, elles, sont sur le terrain pour faire des choses. Et pour donner répondre aux exemples là, que tu citais, dans, par exemple, Ecologits, donc, qui a été créé par Maintenance, qui est devenue une association qui s'appelle GenAI Impact, donc l'impact de l'IA générative, on va en parler. C'était une idée qui est passée par-ci, par-là, un peu comme l'histoire des feux de forêt.
2-3 bénévoles qui travaillaient dessus. On a écrit un livre blanc sur le sujet il y a quelques années, enfin il y a 1 an et demi, mais tout va vite. Et les bénévoles se sont rencontrés, ils se sont dit on va créer une association, on va essayer de faire quelque chose qui va permettre de chiffrer l'impact de l'IA générative, et maintenant c'est devenu pareil une structure. Et il y a un calculateur qui est gratuit, open source pour le grand public, et il y a aussi une version code pour tous les programmeurs et programmeuses qui veulent mesurer l'empreinte carbone quand ils veulent utiliser des techniques d'IA générative comme ChatGPT. Un autre exemple, c'est les carbon bombs. Ça, c'était parti d'une idée qu'on avait entendue de plein d'activistes sur les bombes carbone, et notamment de scientifiques qui essaient de travailler sur l'industrie fossile et notamment les énormes projets pétroliers. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de données qui permettraient de transpariser ça, et c'était pas encore apparu dans le débat public. Et c'est allé de discussion en discussion, d'ONG en ONG, et au fur et à mesure, on a créé un consortium de gens qui allaient travailler dessus, avec plusieurs assos, et surtout un consortium médiatique pour essayer de faire sortir l'idée dans le débat public. Et je pense que c'est ça qui va nous différencier aussi pas mal dans notre théorie du changement, c'est qu'en fait, on va pas, et c'est là où on va parler de la technologie sobre, c'est qu'en fait, sur tous nos projets, en fait, la technologie est en fait assez secondaire par rapport à ce qu'on veut faire derrière. Et qu'au final, en fait, la réflexion, c'est ça va être quoi, qu'est-ce qui va sortir de ça, qu'est-ce qu'on veut changer avec, et comment on va le faire. Et donc, on avait réussi à faire ça avec un consortium de journalistes d'investigation de plein de journaux du monde entier. Ça avait fait effectivement un gros bruit, ça avait permis de déclencher des commissions d'enquête auxquelles Lou était auditionné au Sénat, au milieu de plein de vieux boomers qui étaient pas forcément très sympas. Et là, récemment... Ça aussi, c'est filmé, non ? C'est totalement filmé. Je sais pas si t'avais une boucle d'oreille. Et J'avais pas besoin. Et là, par exemple, ça avait donné des idées l'année dernière. Donc, une ONG qui venait de se monter, qui est fabuleuse, qui s'appelle Systemic, qui voulait travailler sur les poissons et notamment sur les saumons, nous avait demandé, nous, on a cette idée-là, mais on n'a rien. On veut sortir des données pour pouvoir objectiver une idée, quoi. Enfin, genre faire monter ça dans le débat public de l'exploitation, la surexploitation du saumon. En fait, c'est un sujet écologique et social. Et donc, pendant 3 mois, on a travaillé à trouver des données, voir comment on allait mettre ça en valeur et transformer ça en un outil qui pourrait être utilisable par les journalistes pour faire arriver ça dans le débat public. Donc, c'est sorti littéralement hier, avec effectivement dans les décodeurs du monde, avec plusieurs reprises presse. Et donc, c'est typiquement le genre de projet sur lequel on travaille. Et Taxplorer, qui était le dernier que tu citais, c'était un peu le même fonctionnement. C'était des chercheurs qui travaillaient dans leur coin, un peu sur l'évasion fiscale, donc dans un observatoire avec quand même très reconnu, et qui, eux, avaient besoin de pas mal de compétences pour aller plus loin, analyser énormément de documents d'évasion fiscale des multinationales, qui sont censés maintenant faire des déclarations fiscales par pays, parce que c'est comme ça qu'on voit en fait les optimisations fiscales. Sauf qu'en fait, ça s'analyse très bien quand on vient prendre tous les fichiers PDF des rapports financiers des entreprises. On peut très vite voir avec un algorithme, est-ce qu'ils en parlent ou pas, et s'ils en parlent, est-ce que ça correspond aux attentes de la législation. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas. Et c'était quoi ? J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était seulement 2% des entreprises qu'on avait étudiées déclaraient, selon la régulation, une comptabilité par pays permettant de voir les questions d'évasion fiscale. Et je pense que ça, c'est un peu... à nouveau, c'était encore assez emblématique du type de projet qu'on fait, où parfois, en fait, on arrive à sortir qu'une seule donnée, et cette donnée-là, elle suffit pour faire avancer les choses. En tout cas, elle est suffisamment médiatique pour en faire parler, pour avoir un vrai impact dessus. Et du coup, la clé, c'est vraiment, je pense qu'il y en a un peu 3, c'est celle de toujours de jamais faire des projets tout seul, en fait, de toujours faire des projets avec des gens qui vont avoir l'expertise sur le terrain, parce que nous, on est là pour co-construire, outiller, etc., et penser toute une stratégie ensemble, mais c'est pas nous les experts. Nous, on vient vraiment avec aider à outiller le langage technique. Et donc, du coup... on noue tous nos partenariats et on va toujours avec d'autres partenaires qui, eux, ont l'expertise. Ensuite, il y a tout cet angle vraiment de réfléchir, de pas juste construire un outil, mais de réfléchir à comment est-ce qu'il va être utile et comment est-ce qu'il va s'inscrire dans la durée, comment est-ce qu'il va être connu, comment est-ce qu'il va permettre de faire émerger un sujet. Et le 3e angle, je pense qui est important au-delà des projets, c'est que de plus en plus aussi, c'est le positionnement qu'on prend en tant qu'expert de la donnée, dénonçant toutes les dérives qu'il peut y avoir et les impacts sociaux et sociétaux que cette technologie génère pour tous. Et donc, de plus en plus, on a cette ambition vraiment à la fois d'essayer de sortir de la boîte noire de l'IA. Et tout le monde, ça fait peur. C'est un peu comme le monde de la finance. On a l'impression que c'est une énorme boîte noire et du coup, on n'essaye pas de comprendre. Donc,
de plus en plus, on a envie vraiment d'aider les citoyens à comprendre pour qu'eux-mêmes puissent agir. Et donc, avoir un peu cette posture où, à la fois, certes, dans des usages qu'on considère comme étant très positifs, on va utiliser la technologie, bien sûr, mais on va aussi beaucoup avoir un regard critique et construire des outils qui vont, pareil, nous permettre d'outiller notre propre plaidoyer sur les impacts qu'elle va générer. Et là, par exemple, sur Taxplorer ou sur Carbon Bonds, qui sont des projets un peu plus anciens, vous avez un peu la possibilité de mesurer l'impact de ce que vous avez créé avec ces assos ou pas ? Sur les Carbon Bonds, en termes d'impact... Donc c'est un chiffre c'était un chiffre qui est sorti, c'est les 400 projets les plus climaticides, les 400 projets d'hydrocarbures existants ou à naître, les plus climaticides, les plus mortifères. Et c'était un peu la donnée phare que vous aviez sortie de ce projet-là. Ouais, sur ce projet-là, c'était recenser les 425 plus gros projets d'exploitation fossile dans le monde. Donc ceux qui font plus de 1 gigatonne, avec l'idée de dire derrière, en fait, ces projets-là, comme c'est les plus gros, c'est aussi les plus concentrés. Donc s'attaquer à eux en premier, ça fait que ça nous évite de nous attaquer à 50 plus petits. Et donc sur ce travail-là, pareil, on a travaillé avec des chercheurs, des ONG qui avaient elles-mêmes consolidé d'autres bases de données et agrégé tout ça pour en faire un tout cohérent. Et derrière aussi, dénoncer de manière agrégée les associations. Ça, c'était la partie vraiment très importante aussi. C'était vraiment de mettre en lumière les entreprises qu'il y a derrière ces projets et les banques qui financent ces projets-là. Donc vraiment donner cette vision un peu holistique de cet écosystème où finalement, il n'y a pas tant d'acteurs que ça. Et du coup, savoir où aller attaquer aussi en remontant au-delà de la maille projet, vraiment de la maille entreprise et finance. Et en termes d'impact derrière, donc il y a eu vraiment le fait d'amener ce mot dans le débat public. Et pour la petite histoire, le mot bombe carbone a été élu mot de l'année en Belgique l'année dernière. Ah oui. Et dans l'article, il y avait notamment les bombes carbone qui étaient référencées. Donc ça, c'était une petite victoire. Et après, je pense que l'impact, on peut le mesurer principalement en termes de visibilité. On a eu plus de 70 articles dans le monde entier. Et puis une commission d'enquête au Sénat qui a été lancée par Yannick Jadot en citant expressément l'enquête des bombes carbone comme une des raisons de s'interroger sur comment est-ce que Total Energy aidait ou pas la France à atteindre ses objectifs climatiques. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est ça les principaux indicateurs d'impact qu'on avait. Ouais, après, je pense qu'on avait aussi entendu que pendant la dernière COP, il y avait eu... ça avait été cité dans les négociations, dans certains travaux. On ne sait pas à quel point ça a eu de l'impact par rapport à d'autres choses, mais en tout cas que ça avait été un sujet qui était important. On a vu aussi après beaucoup de gens qui auraient utilisé le narratif pour construire d'autres plaidoyers, et notamment, on pense beaucoup à Chili, qui permet de démocratiser un peu l'activisme et qui travaille beaucoup aux États-Unis en ce moment. Ouais. Et c'est le cœur, leur point de départ, c'est systématiquement ça. Voilà. Et c'est toujours ça leur point de départ. Il y a le Perman Shell qui est au Texas qui est la plus grosse bombe carbone. Regardez dans ce site internet comme point de départ pour comprendre le problème. Et ensuite, on va permettre de dérouler un plaidoyer par rapport à ça. Donc on voit ça aussi comme un peu une structure de fondation qui a permis d'objectiver pas mal de combattre pas mal d'ONG. Et du coup, j'en profite juste pour ajouter un mini-mot pour dire, parce que je pense que c'est important que tous ces projets, ils sont possibles parce qu'on a énormément de bénévoles qui ont envie de contribuer. Et donc, c'est aussi une des sources d'étonnement et de joie quotidienne de voir tous ces gens qui mettent leur énergie sans rien retrouver derrière que essayer d'aider des associations. Et donc, j'en profite pour les remercier tous. On les remercie chaleureusement. On a commencé à aborder vaguement l'IA tout à l'heure avec toi, Théo. Donc, est-ce que l'IA, alors, c'est indispensable et ça y est, maintenant, on doit l'utiliser et elle doit faire partie de notre quotidien, comme on essaye de nous le faire entendre depuis quelques mois déjà. Où est-ce qu'on en est là-dessus ? Je donne un premier élément de réponse. Est-ce que c'est aussi une bombe carbone ? Ça va être la question d'après, j'imagine. Est-ce que c'est obligatoire ? Déjà, il faut comprendre que ça existe depuis très longtemps. La première... vraie utilisation du terme dans une conférence internationale, c'était en 1956. Il y avait les premiers papiers scientifiques sur le sujet, c'était dans les années 40. Et ça fait du coup 80 ans que c'est un sujet, c'est une discipline de recherche, c'est une discipline d'ingénierie, et c'est une discipline qui est en fait déjà dans notre quotidien à plein d'endroits. Il y a bien sûr l'IA générative qui a été popularisée par ChatGPT qui est là depuis 2 ans. Ça en fait, il y a un énorme amalgame sur... ça versus le reste.
Et le reste, en fait, c'est déjà genre à plein d'endroits. Tous les algorithmes de recommandation de toutes les plateformes numériques, et toutes les plateformes numériques, c'est pas que Netflix et TikTok et Amazon, c'est aussi les plateformes de rencontres, l'application RATP, en fait, tous ces trucs-là utilisent des algorithmes d'IA de recommandation. La recherche sur Google, ça fait longtemps que c'est plus une recherche sur mots-clés, mais c'est déjà une recherche qui utilise de l'IA depuis 2018, la même technologie qu'il y a dans ChatGPT, mais genre depuis 2018. Il y a déjà ça dans les caméras de vidéosurveillance dans plein de pays du monde, mais également dans le monde qui n'est pas que numérique. Par exemple, les allocations de la CAF sont chiffrées et proratisées et priorisées par des algorithmes d'IA. Les trafics et les tournées des bus autoroutiers dans les villes sont faits comme ça. Le prix qui est dans les magasins sont déjà optimisés en fonction aussi de... même ceux qui sont en physique, pas que dans les magasins en ligne. Et donc en fait, c'est déjà... dans toute la sphère algorithmique de l'intelligence artificielle, c'est déjà quelque chose qui, effectivement, est dans notre quotidien. J'avais l'impression, justement, que c'était un peu le contraire et qu'on avait tendance à appeler IA des choses qui n'étaient pas du tout, mais qui étaient plutôt juste des calculs savants ou complexes, mais qui se basaient pas forcément sur de l'apprentissage. En fait, il y a les deux. Et c'est ça où, vraiment, on va dire la définition la plus correcte de ce que ça pourrait être une IA, c'est quelque chose qui apprend à partir de l'expérience, à partir d'exemples qu'on va lui montrer, plutôt que de lui écrire des règles. Donc en gros, il y a deux manières de programmer. Soit on va dire, si se passe ça, je vais faire ça, si se passe ça, je vais faire ça, et si le produit il est à machin, je vais le mettre à tel prix. Soit on peut dire, je montre des exemples de ce que je voudrais faire, et découvre-moi les règles à la place. Et ça s'applique autant, si jamais je veux montrer des chats, des chiens, et que je veux dire, c'est un chat, c'est un chien. Ça s'applique autant à un ChatGPT où je lui dis, je t'enlève un mot, et devine-moi le mot que c'est, mais je te l'ai montré, et ensuite tu vas apprendre à partir de ça les règles du langage, plutôt que d'écrire comme sur Google Translate avant, si le COD était à tel endroit, je vais mettre la phrase de telle manière, etc. Donc ça, il y a plein de systèmes qui peuvent fonctionner soit en écrivant toutes les règles, soit en montrant des exemples. Et donc après, en fait, c'est tout à fait possible que les prix dans un grand magasin soient faits par un système de règles et que d'autres prix soient faits par un système plutôt par apprentissage. Mais pour le coup, l'apprentissage, qui n'est pas forcément un gros mot, c'est juste un paradigme informatique pour programmer une machine. Et ça existe vraiment dans toutes les industries, déjà depuis très longtemps dans notre quotidien, quoi. Donc ça veut dire que l'IA est déjà bien présente et que c'est pas qu'elle va tout changer, c'est qu'elle est déjà là, en fait. Oui. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un peu un espèce de mot valise qu'on utilise dès qu'il y a quelque chose qu'on sait pas faire. Et en fait, dès que ça rentre dans le langage courant et que ça devient, on s'habitue à cet usage-là, on a l'impression que c'est plus de l'IA. Mais Et alors que par contre, derrière, il y a l'IA générative, qui est une des sous-familles de toute cette grande mot-valise, qui lui, effectivement, est là depuis... en vrai, depuis un petit moment, mais officiellement depuis 2022. Popularisé depuis 2022, et surtout mis dans les mains du grand public. Et c'est ça, la grosse différence en termes de création de tout un système socio-économique autour de ça, parce qu'en fait, maintenant, c'est ce qui va venir pousser la demande, c'est des consommateurs, des entreprises, alors qu'avant, c'était plus un truc de geek de... tiens, il y a un problème à résoudre, je peux le résoudre de plein de manières différentes, celui-là, c'est peut-être une manière de le résoudre. Et là, maintenant, c'est quelque chose qui est un produit en tant que tel, et qui, effectivement, a une croissance, pour le coup, qu'on n'a jamais vue, et effectivement, un potentiel technologique qui est je pense qu'on se rend pas compte de ce que ça va être capable de faire dans 2 ans. On soupçonne pas du tout ça. À tous les plans qui sont en train d'être réfléchis, c'est effectivement des plans qui sont faits par rapport à la technologie aujourd'hui. Mais en fait, dans 2 ans, ça sera encore plus complètement délirant. Donc, est-ce qu'il y en a déjà aujourd'hui ? Oui, clairement, déjà partout. Est-ce que ce qui est en train d'arriver pour la suite, est-ce que c'est obligatoire ? Ça, c'est encore une autre question, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que, du coup, l'industrie de l'IA, c'est la nouvelle industrie fossile ? C'est une autre façon de poser la question de la carbone bombe. Je donne des chiffres et puis tu donnes la vision plus macro. D'un point de vue micro, utiliser une IA générative, ça va être quelques grammes de CO2. Entre moins d'1 gramme de CO2 à jusqu'à 100 grammes de CO2 pour une IA générative de texte. 100 grammes de CO2, 20 grammes de CO2, ça va être quelques mètres en voiture électrique. Ça va être l'équivalent d'une session de streaming d'1 heure sur Netflix. Donc en gros, utiliser sur une IA générative récente, juste pour poser une question, un truc comme ça va être un usage qui est plus négligeable, alors que ça l'était il y a quelques années. Ça commence à être plus du tout négligeable, mais c'est pas non plus comparable à un steak de bœuf, par exemple, aujourd'hui. Donc ça, c'est la vue micro.
quand on va utiliser 50 fois, 10 à 50 fois ChatGPT, les différentes estimations, c'est que c'est l'équivalent d'une demi-bouteille d'eau en termes de consommation d'eau. Donc, c'est des impacts qui, en gros, pour le résumer, d'un point de vue micro, il y a quelques années, c'était pas un sujet. Aujourd'hui, ça commence à être visible suffisamment pour qu'on se pose des questions et la trajectoire d'évolution chiffrée, et pour le coup, commence à faire un peu peur. Okay. Si on fait pour le particulier classique qui a remplacé sa requête à Google par une requête à ChatGPT, c'est quoi la différence ? Alors, sachant que tout ce que on va dire, c'est faut prendre vraiment que des pincettes, parce qu'en fait, c'est la seule industrie qui n'a aucune transparence sur aucun chiffre. Donc, parce qu'aujourd'hui, en fait, vu que aussi. ce qui est hyper pratique, donc c'est aussi pour ça qu'on fait des estimations, qu'on a fait de la recherche pour le sujet. Ce qu'on voit à peu près, c'est qu'une recherche sur Google, qui d'ailleurs utilisait de l'IA, ça va être 0,1 g de CO2. Une version un peu améliorée de ChatGPT 3.5, c'était genre 4 à 10 fois plus. Tandis qu'une version récente, GPT-4o, ça va être autour de 22 à 50 grammes de CO2. Donc en fait, ça fait déjà 500 fois plus, quoi. Pour la même chose. Pour la même chose. Si on prend par exemple une génération d'images, de plus en plus de gens font de la génération d'images d'un point de vue micro. Une image, ça va être entre 100 et 1000 fois plus de CO2 que du texte. Et donc de la vidéo qui est en train d'être un sujet qui arrive, pour le coup, ça commence à être plus du tout négligeable. Donc ça, c'est au niveau particulier. Et après, il y a le niveau macro, d'un point de vue chiffre. Les data centers aujourd'hui, c'est 1% de la consommation mondiale en termes d'électricité. Avec la croissance de l'IA, ça va passer de 1 à 2, 3%, voire potentiellement plus selon les estimations. Et la part de l'IA à l'intérieur de la consommation des data centers, c'est en dessous de 10% aujourd'hui, et ça va être supérieur à la moitié d'ici quelques années. Donc c'est un truc où, en gros, la part augmente sur quelque chose qui est de plus en plus gros. Et donc là, on parle plus du tout de... Enfin, à l'échelle individuelle, en fait, ça reste un petit truc, mais en fait, maintenant qu'il y a 200 millions d'utilisateurs par jour sur ChatGPT, en fait, un truc qui est pas négligeable fois 200 millions, en fait, ça commence à être énorme et ça se voit à une échelle globale, quoi. Ouais, et après, le sujet, c'est qu'en fait, au-delà de simplement les émissions qui sont associées à l'usage quand on fait des requêtes, la question fondamentale qu'il faut se poser quand on parle d'IA, c'est celle de la finalité. À quoi elle sert cette IA ? Et donc, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que, globalement, aujourd'hui, elle sert juste à accélérer notre monde qui est déjà ultra carboné, quoi, à le mettre sous stéroïdes. Donc, on a regardé, par exemple, on voit aujourd'hui ExxonMobil qui revendique avoir augmenté de 50 000 barils par jour sa production grâce à de l'IA. Et donc, en fait, on est en fait en train d'aller vers un monde accéléré, dopé à l'IA qui est censée vraiment venir augmenter notre productivité et nous permettre de tout faire plus vite. Mais la question, c'est pourquoi, quoi. Et donc là, on était juste vraiment sur la question carbone. Donc nous, on est vraiment convaincus que le sujet principal et fondamental, c'est celui de l'usage et à quoi est-ce que ça va servir. Mais ensuite, derrière, si on se décale et qu'on ne regarde pas que la question carbone, mais plus largement la question démocratique, sociétale, en fait, ces technologies, elles vont avoir des impacts monstrueux parce qu'elles ont un rôle... et l'IA en général, dans la manière dont aujourd'hui on accède à l'information. Donc, par exemple, Théo le disait tout à l'heure qu'il y a des algorithmes dans toutes les plateformes qu'on utilise. Ces plateformes dont la majorité des revenus provient de la génération de la rémunération liée à la publicité. Donc, par exemple, Facebook, 98% de ses revenus, c'est lié à la publicité. Et donc, pour avoir des revenus, ça veut dire qu'il faut que les personnes qui sont sur ces plateformes passent le plus de temps possible. Donc, ça veut dire qu'il faut générer du contenu et diffuser du contenu qui est addictif et qui va faire rester les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Et donc, ces contenus-là, on le sait parce qu'on a plein de biais cognitifs, donc des biais où on va aller être attiré par des choses plus curieuses qui sortent de l'ordinaire, des nouvelles qui sont négatives, etc., vont nous attirer vers progressivement des contenus de plus en plus désinformatifs et extrêmes. Et donc, du coup, ces algorithmes vont nous pousser de plus en plus ces contenus-là. Et donc, en fait, on se retrouve face à des gens qui vont qui vont se construire une opinion de plus en plus via du contenu qui n'est pas du tout forcément fiable, parce que la fonction qui est objectivée par l'algorithme, c'est de te faire rester le plus longtemps possible. Et pourquoi est-ce que c'est important aussi de penser à ça au-delà de l'impact carbone ? C'est qu'en fait,
si on a des populations qui sont complètement désinformées, qui peuvent plus se constituer une opinion qui est basée sur la science, les chiffres, la réalité physique du monde, derrière, en fait, on peut plus porter ces sujets environnementaux de manière politique. On peut plus faire société parce qu'on devient complètement polarisé. Et on le voit d'ailleurs, le sujet du climat devient un sujet de polarisation extrême en cours d'élection. Donc là, on le voit aux États-Unis, on l'a vu en France. On n'a même pas parlé de ce sujet-là pendant la dissolution. Et donc, au-delà de l'impact carbone, c'est tous ces développements technologiques qui viennent altérer notre manière nos démocraties, notre manière de faire des sociétés. Et donc, derrière, des mesures politiques qui pourraient nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi défendre des positions sociales, etc. Et donc, en fait, les impacts, ils dépassent complètement largement juste l'impact carbone de ces technologies, sans parler derrière, on parlait de génération d'images, de la possibilité décuplée de créer des faux contenus. Donc, Cambridge Analytica, certes, se basait sur des micro-ciblages, mais derrière, c'est du contenu qui était créé par des humains. En fait, là, on peut faire des Cambridge Analytica fois décuplés parce qu'en fait, on n'a même plus vraiment besoin d'humains pour personnaliser les contenus. Donc, en fait, les risques sur la démocratie sont juste monstrueux. Mais ça arrive déjà aujourd'hui. Oui. On se rend compte qu'il y a énormément de désinformation liée à des faux comptes qui font du commentaire automatisé sur absolument tout ce que produit. Moi, j'en ai eu sur certaines de mes vidéos. Et alors, j'ai pas fait le test de leur demander de changer un prompt et de raconter une recette ou ce genre de choses, mais il faudra que j'essaye. Là-dessus, tu vois, sur la démocratie, en préparant cet épisode, j'ai trouvé 2 déclarations qui m'ont un peu fait peur. La première, c'est Sam Altman qui dit de toute façon, c'est mort, la solution, elle est pas là, la solution, elle est dans la géo-ingénierie parce qu'on peut plus modifier là où on va. Moi, j'y crois pas. Donc, en fait, il faut maintenant altérer le climat et puis continuer à faire comme on veut. Et le deuxième, c'est Eric Schmidt, le patron de Google, qui dit, en fait, l'IA, ça sert à rien de la contrôler parce que c'est elle qui pourrait éventuellement, si on la développe suffisamment fort, trouver la solution au réchauffement climatique d'ici quelques années. Donc, quand on a 2 des plus gros patrons de la tech qui sont quand même des pionniers sur la partie IA et qui sont au-dessus des gouvernements en termes de pression économique, comment est-ce qu'on fait du coup alors pour garder cette démocratie intacte, comme tu dis ? Ça nous obsède un peu en ce moment là, c'est de comprendre la psychologie des patrons de la tech et de voir comment aussi déconstruire un peu ce narratif, parce qu'en fait c'est globalement ça. Ce qui est hyper difficile, c'est qu'en fait ils promeuvent une idéologie qui est clairement en fait une idéologie qui est de la croyance comme une vérité absolue, avec du pouvoir que effectivement très peu de chefs d'État ont dans le monde, quoi. Un pouvoir économique. Pour rappel, Sam Altman, il demande 7 000 milliards d'euros pour la prochaine phase de son âge de l'intelligence. 7 000 milliards d'euros, c'est 3 fois le PIB de la France. On doit être quoi, 5e ou 6e puissance économique au monde. C'est-à-dire qu'il se place dans le top 3 des puissances économiques au monde en tant que tel, en tant que personne. En fait, c'est même pas en tant que quantité, c'est presque lui en tant que personne. Bah oui, il a viré tout le monde dans son équipe. D'ailleurs. et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a vu systématiquement. C'est une forme de conditionnel dans la manière dont les gens parlent, dans lequel ils vont dire on pourrait faire ça, on pourrait résoudre le cancer, on pourrait résoudre le changement climatique, on pourrait développer la fusion nucléaire pour pouvoir alimenter la demande. Et en fait, à la limite, s'ils pouvaient et qu'ils se mettaient genre à fond dessus, déjà, genre, pourquoi pas, mais en fait, là, c'est un conditionnel sans action, parce que c'est un conditionnel qui est juste technologique, en disant, si on développe encore ces technologies-là, on pourrait effectivement développer ça à terme. Et en fait, ça, c'est hyper effrayant, parce que en fait, c'est un tel pouvoir, c'est une telle idéologie qui va être poussée, qui en fait est une idéologie qui est très tech, qui réfléchit pas du tout à en fait comment on va le faire, et la croyance que le système écologique, si on prend rien que sur la décarbonation, ne dépend que de la technologie et pas des gens, et pas des politiques en place, et pas de tous les freins. En fait, c'est juste complètement faux, quoi. Et donc, limite, un de ceux qui est le plus lucide, c'est Mark Zuckerberg, qui est en entretien, dans une interview qui était un peu passée inaperçue. Mark Zuckerberg étant genre assez geek, pour le coup, il rentre vachement dans les détails. Et lui, il disait, moi, je vois bien que de toute façon, on a une limite. Donc déjà, il l'accepte, qu'il y a une limite énergétique, au moins à l'entraînement des nouveaux algorithmes, parce que genre ça commence à être un peu dépassé, mais en tout cas, genre fallait
vachement concentrer l'entraînement d'un nouvel algorithme dans un data center. Et donc, ça concentre une demande de puissance électrique qui est très forte pendant 3 mois sur un réseau électrique. Et donc, en fait, concrètement, on parle de aujourd'hui 10 mégawatts à potentiellement genre 1 gigawatt, c'est-à-dire on commence à avoir de la taille d'un réacteur nucléaire juste dédié à ça, qui doit être nécessaire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui commence, 2 ans plus tard, Amazon vient de mettre une centrale nucléaire juste à côté, Microsoft essaie d'en racheter une à Three Mile Isle, qui est genre d'ailleurs une des premières centrales qui avait eu un problème il y a quelques années. Et donc, en gros, lui, il dit, je vois cette limite-là, je vois que de toute façon, je suis limité aussi par la législation de l'attribution de... genre, je vais pas pouvoir faire n'importe quoi avec les usages, et si jamais je voulais m'attribuer, moi, toute la puissance de cette centrale nucléaire, je sais que je vais passer genre 6 mois à avoir des discussions politiques et faire du lobbying et machin. Et il dit, c'est dommage parce que, genre, on peut même pas build amazing products. Et donc, au moins, lui, je le trouve assez honnête parce qu'il accepte, genre, qu'il se dit que c'est galère, mais qu'il va, genre, passer, en fait, ces limites-là au fur et à mesure par du lobbying et un peu de technologie. Mais par contre, qu'au moins, c'est pour faire des produits, pas qui sauvent le monde, mais limite, presque, j'accepte plus ça que cette forme de déisme, je sais pas comment on dit, c'est certains de ces géants-là qui, de toute façon, soit c'est foutu, soit en fait on va être des dieux et on va résoudre le problème. Ce que j'avais vu, c'est qu'effectivement, c'est des personnes qui à chaque fois ils promeuvent pour l'ensemble de la population mondiale leur propre futur. Comme quand si tu dis on va aller coloniser Mars, ça représente 0,0001% de la population qui potentiellement d'ici 150 ans pourrait éventuellement, et en fait ils vendent ça à l'ensemble de la planète, quoi. Sachant que ils sont tous en train de reculer sur leurs objectifs climatiques, donc notamment à cause des développements de l'IA. Donc Microsoft qui a augmenté ses émissions de 30% depuis 2019, Google pareil qui est revenu sur ses allégations de devenir neutre en carbone. Donc à la fois il y a ça, donc un retour en arrière sur les enjeux, les engagements qui sont pris, qui n'est pas du tout rassurant. Plus le fait qu'en ce moment, il y a énormément de débats sur la réglementation de la comptabilité carbone, et notamment Facebook, Amazon en particulier sont en train de faire un lobbying gigantesque pour supprimer leurs émissions en juste changeant la manière dont on les compte calcule, quand même. Donc ça, c'est quand même un point énorme. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ces entreprises-là, elles dépensent plus en lobbying auprès de la Commission européenne, etc., que les entreprises pétrolières. Donc, juste pour donner une idée de la manière dont ils essayent en fait de tourner la réglementation à leur avantage quand même. Et le deuxième point, je trouve qu'il est important à avoir en tête, c'est de se rendre compte qu'en fait là, on parle d'une poignée d'hommes blancs qui en fait sont en train de décider de l'infrastructure globale, parce qu'en fait, il faut quand même se rendre compte qu'avec leurs entreprises, ils ont des visions holistiques de mise en place d'une forme de technologie totale. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à lire un livre de la chercheuse Asma Mala qui parle très bien de ça, des liens entre les big tech, les big states et les citoyens, et comment est-ce qu'en fait il y a un projet de technologie totale. Enfin, un exemple avec Musk sur Twitter, donc il rachète un réseau social, mais à côté de ça, il a des voitures autonomes, et en fait il a aussi des satellites, et donc avec ces satellites, non seulement il arrive à intervenir dans le cours des guerres, mais également, en fait, tout est interconnecté. Il se retrouve à fabriquer l'infrastructure dont il a besoin, à collecter de la donnée grâce à ses voitures sur de la conduite pour derrière pouvoir nourrir ses robots. Et pareil, il développe également des puces pour mettre en place la première interaction homme-machine. Donc en fait, toutes ces technologies-là, elles sont interconnectées entre elles dans une vision vraiment holistique, d'une forme de domination vraiment du monde. Et ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête quand on parle de ces technologies, parce que c'est vraiment quelques entreprises qui sont en train de prendre le pouvoir. Et c'est pas juste la technologie dans un coin, c'est-à-dire qu'en fait, ces plateformes, elles ont un impact sur l'intégralité des gens. Et ça, notamment, Yanis Varoufakis vient de sortir un livre qui s'appelle Le techno-féodalisme. Techno-féodalisme aussi, très intéressant sur... une des choses que j'ai le plus retenu d'une interview qu'il a donnée dans Blast, c'était d'expliquer en fait à quel point on est devenu un peu des serfs de la technologie, et à quel point ça nous touche tous, même
le boulanger du coin, parce qu'en fait, il y a des milliards d'euros qui sont détournés par ces entreprises par de l'évasion fiscale, mais aussi n'importe quel commerçant qui aujourd'hui, en 2 secondes, peut voir son produit qui est désindexé de l'algorithme d'Amazon et qui du coup se retrouve à faire faillite. Et des histoires comme ça, on en a plein. Et donc en fait, on commence à être vraiment l'intégralité de notre manière de faire société est dominée par ces plateformes, quoi. Tu disais juste avant du coup qu'ils produisaient du coup leur propre énergie. À partir du moment où ils sont indépendants énergétiquement et où tu vois, parce que si tu rachètes une centrale nucléaire, j'ai l'impression en plus c'est la première fois qu'une entreprise à titre privé produit sa propre énergie, à moins d'être autonome avec des panneaux solaires ou ce genre de choses, mais à ces niveaux de production, comment est-ce que tu peux être indépendant et en plus être régulé entre guillemets du coup? Tu peux pas. Franchement, je sais pas. Genre, j'ai eu le contact hier d'une experte de réseau électrique chez Enedis parce que je voulais lui poser cette question-là. En fait, je sais pas à quel point on peut avoir des réseaux autonomes, indépendants. Genre, en fait, c'est parce qu'il y a l'électricité, ça c'est un sujet. Mais en fait, déjà, cette électricité-là, elle suffit pas par rapport aux prévisions de croissance qu'ils veulent avoir. Enfin, quand on parle de gigawatts, déjà dès aujourd'hui, en fait, on va très vite atteindre un niveau qui ne suffit pas à juste une petite centrale nucléaire un peu dans un coin. Et puis après, il y a tout le reste. Il y a genre l'utilisation de l'eau, l'utilisation des ressources. Et déjà dès aujourd'hui, en fait, la chaîne d'approvisionnement de l'IA, elle est déjà très très mono-acteur, même en avant. Genre, il y a une petite entreprise hollandaise, enfin, du coup, pas du tout petite, qui s'appelle AML, qui travaille sur un petit bout des semi-conducteurs. Il y a une entreprise à Taïwan, qui est TSMC, qui genre travaille sur un gros bout de l'industrie du semi-conducteur. Et puis après, il y a les cartes graphiques permettant de faire de l'IA, qui est genre quasiment monopole par Nvidia, qui au passage, c'est la première puissance capitalistique au monde, devant Apple aujourd'hui, là, depuis quelques mois. Peut-être que Apple est repassé devant au moment où on écoute le podcast, mais et donc en fait, ces chaînes-là, elles sont à la fois genre assez robustes et en même temps genre soumises sous tension en permanence, quoi. Il y a très peu de diversification permettant de créer une forme de résilience un peu de ce système-là. Donc c'est juste que comme d'hab, comme sur n'importe quel sujet, il y a à un moment les limites planétaires, elles vont rattraper genre ces acteurs-là potentiellement. Est-ce qu'ils vont réussir à pousser ces limites au fur et à mesure? Ça, c'est très très possible. Et est-ce que genre ils vont est-ce qu'on a le temps d'attendre qu'ils atteignent ces paliers-là non plus, quoi. Ouais. Un peu comme la limite du pétrole, quoi. C'est intéressant, tu vois, la façon dont tu le dis. J'avais enregistré un épisode avec Mélusine Bounfaller, on parlait de la tragédie des communs. Donc en fait, essentiellement en parlant de l'eau, donc comment est-ce que tu priorises du coup l'utilisation d'une ressource qui est commune à tous? En fait, on pourrait très bien le mettre, j'avais jamais imaginé qu'on pouvait aussi mettre ça pour l'énergie primaire. En fait, il va falloir prioriser si de toute façon on n'est pas capable de proposer l'ensemble de la production pour toutes les consommations qu'on doit faire. Et puis pareil, est-ce que du coup les conducteurs, les semi-conducteurs, en fait, est-ce que ce sont des biens communs parce que tout le monde doit pouvoir en bénéficier? Mais l'analogie avec le pétrole, elle est vraiment très intéressante, je trouve, parce qu'en fait, le pétrole, là, on est en train d'enregistrer un podcast sur une table. Cette table n'existe pas sans pétrole, le micro n'existe pas sans pétrole, on peut pas manger sans pétrole. Aujourd'hui, c'est vraiment un peu le sang de l'économie. Et aujourd'hui, ces plateformes, finalement, au-delà de leur impact, de l'impact direct de faire tourner leurs serveurs et entraîner leur modèle, ce qu'elles permettent, c'est à l'économie de tourner. Donc, en fait, elles sont vraiment partout. Et en fait, aujourd'hui, on achète tout sur Internet, on se parle via Internet. Et donc, en fait, via ces plateformes, et donc, en fait, elles ont vraiment un rôle global sur nos sociétés, quoi. Donc, je trouve que le parallèle est intéressant. Est-ce qu'on a des contre-pouvoirs possibles? Du coup, c'était la deuxième partie de cette question-là. Est-ce que c'est envisageable? Alors, je sais qu'en Europe, on est quand même une puissance normative où on essaye d'être quand même pionnier dans la réglementation autour de ces sujets, mais est-ce que ça arrive assez vite? Et c'est quoi les contre-pouvoirs en place ou qui se mettent en place? Je pense qu'il y en a plusieurs. La réflexion de base en général, c'est se dire régulation. C'est effectivement un sujet. La régulation européenne sur l'IA qui vient d'être votée, elle est pas si mal. Elle a plutôt bien anticipé l'évolution. Elle contraint. Il y a plein de points qui pourraient être creusés. Par exemple, il y a très peu sur l'impact environnemental, mais il y a quand même des réflexions sur l'usage. Ça fait quand même plein de sujets. Il y a plein de lobbying autour de ça, mais c'est déjà pas mal. Et puis après, il y a plein d'autres choses. Donc effectivement, est-ce que la société civile a un rôle là-dedans? Ça, c'est un sujet. Est-ce que on doit apprendre à se saisir différemment des sujets, de ne pas utiliser des IA n'importe comment? Enfin, c'est sûr qu'il y a un sujet de formation là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres pouvoirs régulatoires qui sont intéressants. Par exemple, aujourd'hui,
les entreprises de la tech qui sont soumises à la CSRD en Europe, en fait, vont devoir disclose des choses à l'intérieur. De la même manière, il y a des réglementations sur le greenwashing qui vont arriver, il y a des réglementations sur plein d'autres sujets, et en fait, on peut toujours les rattraper à leurs différents aspects de ce système-là, et donc c'est pas que les régulations sur l'IA qui vont avoir un impact là-dessus. Je pense que tu as aussi d'autres contre-pouvoirs qui sont intéressants. Nous, on a pas mal discuté avec des syndicats qui réfléchissent à comment protéger leurs salariés, et en fait, on s'est rendu compte que c'était tout bête, mais en tout cas en France, avoir la possibilité de dire que les comités d'entreprise aient des référents formés à ce sujet-là pour pouvoir venir déployer une protection des salariés par rapport à une question sur l'emploi ou à un changement d'idéologie ou des automatisations, en fait, c'est un truc qui peut être imaginé. Donc, il y a plein de petites manières de faire qui sont intéressantes. Là, à 14h, on a un chercheur qui travaille dans une asso qui s'appelle Pause IA, qui réfléchit spécifiquement à ça, de comment c'est possible de freiner, de ralentir, quels sont les contre-pouvoirs qu'on peut imaginer. C'est un super invité pour un autre podcast, je pense aussi. Après, il faut quand même dire que en fait, c'est très dur parce qu'on se bat contre des géants de la tech omnipotents. Et en fait, ces usages sont tellement imprégnés dans nos quotidiens à tous que c'est vraiment un combat difficile, on va pas se mentir. Mais par contre, je pense qu'il est absolument fondamental de le mener, de s'interroger en permanence quand on utilise des technologies. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Quels sont leurs impacts? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et surtout, en tant que société civile, pas uniquement du tout à l'échelle individuelle, en tant que société civile, il faut absolument qu'on soit acteur de ces questions-là et qu'on se pose la question de dans quelle société on a envie de vivre. On ne pourra pas faire l'économie de ça. Alors, et si je peux donner une anecdote, parce que c'est la semaine dernière, on a eu une discussion en interne à Data for Good où une personne de l'association qui voulait inviter quelqu'un à une table ronde, la personne lui a répondu je ne veux pas participer à cette table ronde parce que j'ai travaillé 10 ans dans l'intelligence artificielle et maintenant je pense qu'il faut que je m'échappe du système et je pense que tout le monde devrait déserter, bifurquer, etc. Et ce qui a été hyper marquant, je trouve, c'est qu'ayant quand même travaillé sur différentes luttes, notamment la lutte écologique, on commence à retrouver depuis en vrai quelques semaines le signal que les gens commencent à réagir comme si ce sujet-là était aussi une lutte pour la souveraineté numérique, une lutte pour l'émancipation face à l'arrivée d'une idéologie autour de l'IA. Et qui dit lutte dit que du coup va y avoir probablement dans les mois et années à venir de plus en plus de mouvements citoyens, d'ONG et de contre-pouvoirs qui vont émerger avec différents niveaux d'engagement. Est-ce qu'il va y avoir des pirates de la tech qui vont commencer à taper les data centers et d'autres ONG un peu comme nous qui vont réfléchir à créer des nouveaux imaginaires autour de ce sujet-là. Enfin, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ça m'a marqué comme un peu une date butoir sur laquelle ce sujet-là n'était pas juste un débat de société, mais commençait à devenir une lutte. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et alors, à titre individuel, du coup, puisque vous le mentionnez, comment est-ce qu'on fait pour s'en protéger? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce que... je pense qu'on s'est tous un peu amusés avec l'IA pour démarrer, pour découvrir, pour tester, pour comprendre comment ça marche. Est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux éviter? Vous avez des bonnes pratiques à mettre en place facilement ou pas? Mais avant de dire les bonnes pratiques, je te laisserai dire les bonnes pratiques, Théo. Je voudrais quand même dire que c'est très compliqué. Désolée, j'arrête pas de dire que c'est très compliqué, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que de toute façon, on a une heure pour l'expliquer, donc c'est logique. Il ne faut pas que ce soit non plus hyper simple, quoi. Même si à titre individuel, par exemple, tu te dis que les réseaux sociaux, ça te bouffe trop de temps et ça te nuit et que tu décides de sortir des réseaux sociaux, tu ne pourras jamais... en fait, ça a des impacts sociétaux tellement énormes sur la polarisation de la société, la manière dont les gens votent, dont ils se constituent une opinion, dont ils se réunissent, etc., que tu ne peux pas t'absoudre de ces effets-là. Et donc, juste se retirer des réseaux sociaux, par exemple, c'est d'une certaine manière pas une solution, dans le sens où la société est de toute façon impactée très largement par ces plateformes. Et donc, du coup, on ne peut pas éviter intégralement les effets de ces technologies, puisque, comme on n'a pas arrêté de le dire depuis une heure, elles sont omniprésentes. Ouais. Après, je pense qu'on peut essayer de vivre mieux, sereinement avec. Et donc, il y a des solutions à l'échelle individuelle, ce qu'on disait aussi, surtout collective. Et aussi, tu as des petites... typiquement, c'est un bon parallèle avec lutte écologique, parce que c'est le même débat, en fait. Et éco-gestes, est-ce qu'on va appeler ça maintenant des
les IA gestes, je sais pas, enfin numérique gestes. Les numériques gestes, est-ce qu'ils ont un sens à l'échelle individuelle versus l'échelle collective, à quel point, enfin, et donc en fait on a plein de parallèles sur un sujet différent qui sont intéressants à aller venir trouver. Donc est-ce qu'il y en a? Oui, je pense que le premier sujet c'est ne pas se voiler la face et se renseigner, en fait, se comprendre. On a écrit exprès un livre blanc qui est gratuit, qui fait 140 pages avec plein de formats différents qu'on pourra mettre en lien, qui a été fait justement pour les citoyens, avec quelques propositions, avec quelques sujets. Donc en tout cas, se former, suivre ce sujet-là. Je pense que c'est important de comprendre aussi quand il y a des changements. Un des gros problèmes, c'est l'opacité. Donc en fait, être hyper lucide de voir quand par exemple il y a un petit bouton qui change. En fait, c'est pas normal, par exemple, que sur LinkedIn, quand maintenant il y a marqué Write with AI comme première proposition quand on veut écrire quelque chose. Et ça, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui, pas comme sur plein d'autres sujets, comme par exemple la protection des données, on peut pas opt-out d'avoir ce truc-là affiché, qui pour moi est une aberration totale. Par contre, avoir conscience et se dire « Ah tiens, c'est marrant, mon logiciel que j'utilisais pour faire de la retouche photo, pour faire de la musique, pour faire... Ah bah tiens, ils ont rajouté un petit truc avec de l'IA », et en avoir conscience et se rendre compte que ah bah tiens, le numéro de la version a changé. Et du coup, cette version-là, peut-être qu'elle est... qu'est-ce qui a changé? Pourquoi elle a changé? Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Comment ils ont fait? Et donc déjà, rien qu'avoir conscience de ça, c'est déjà genre énorme. Ne pas se voiler la face aussi sur les forces qui poussent très fort et se dire que on n'est pas très protégé par rapport à ça. Enfin, en tout cas, il faut vraiment en avoir conscience et se renseigner par rapport à ça. Et ensuite, il y a des choses très concrètes. Faire des recherches avec ChatGPT, c'est pas très utile. Rédiger, c'est déjà un petit peu plus utile, pourquoi pas. Générer des images, on disait c'est beaucoup plus émissif, donc si c'est ça le sujet d'intérêt, attention à la génération d'images. Le texte, pourquoi pas dans une utilisation raisonnée, si on se dit ça en comparaison et en connaissance des ordres de grandeur. Donc mesurer, avoir des estimations, choisir un peu ses usages. Par exemple, vidéo, ça me rend fou, et l'image, ça me rend fou. Par contre, j'utilise beaucoup de génération de texte pour faire plein de choses et je me l'accepte parce que je l'ai mesuré et je sais que ça me représente pas beaucoup dans mon bilan carbone personnel. Ok, moi à titre perso, je l'utilise beaucoup au quotidien pour préparer des épisodes de The Big Shift. Pour une fois qu'ils sont préparés, je lui fournis le transcript de l'épisode pour qu'il m'aide à aller ressortir toutes les ressources dont on a parlé, notamment les bouquins que Lou a mentionné. Ça me permet de les obtenir directement pour les mettre dans une description. Ça me permet d'écrire un article pour le site internet. Ça me permet... Et ça, c'est des choses que je fais quasiment au quotidien. Ça me fait gagner une demi-journée de travail, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que c'est quand même intéressant de se poser la question, qu'est-ce que tu perds sur le long terme? Et là, sans doute que c'est très utile de faire ça. Mais je pense que c'est une question qu'on devrait tous se poser parce qu'il y a un peu le gain du temps qu'on gagne à court terme. On a l'impression qu'on va plus vite. Mais qu'est-ce qu'on perd en capacité de réflexion, en capacité de synthèse, etc. Et donc, en fait, cette question de la vitesse, pour moi, elle est essentielle dans ce rapport aux nouvelles technologies. En fait, ça va tellement vite qu'on n'a plus le temps de réfléchir à ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, qu'est-ce qu'elles nous apportent. Et en fait, ce temps de réflexion, il est important, non seulement dans la manière dont notre cerveau se structure, mais aussi comment est-ce qu'on a des idées, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on appréhende des sujets, comment est-ce qu'on les comprend. Et du coup, peut-être qu'à court terme, on va gagner un petit peu de temps, mais on va aussi beaucoup potentiellement perdre sur le long terme en tant qu'humain. Et donc, je pense que cette question, il faut se la poser à chaque fois qu'on s'en sert, quoi. Ok, très très bonne conclusion. Moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est que à un niveau macro, il y a quand même un danger qui est assez monumental, surtout de concentration du pouvoir et de concentration de la consommation d'énergie. Qu'à un niveau micro, il faut éviter la vidéo, il faut éviter les images, mais que ça peut aider dans le sens où si on réfléchit et qu'on ne l'utilise pas sans réflexion, ça a un sens énorme. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres utilisations? Tu disais dans 2 ans, ça ressemblera probablement pas à ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations qu'on peut imaginer intéressantes? Typiquement, est-ce que vous, sur Data for Good, vous utilisez beaucoup d'IA? Comment est-ce que vous faites? Donc, de l'IA apprentissage, c'est-à-dire qui sait faire des prédictions, donc de l'IA dite prédictive et pas générative, on en a utilisé pas mal, mais du coup, ça, c'est vraiment, faut vraiment l'imaginer comme une autre technologie presque à côté. Sur la détection de feux de forêt, sur la détection de pêche frauduleuse avec l'ONG Bloom, sur plein de petits trucs du genre extraction d'informations sur les étiquettes pour pouvoir remplir la base de données d'Open Food Facts, qui est genre en gros le truc qu'il y a derrière Yuka, qui est une ONG formidable avec qui on travaille. Donc il y a plein de petits usages très spécifiques sur lesquels on l'utilise.
L'IA générative, on a au final, sur la saison 12, alors qu'on était en plein dans l'IA générative, qui était notre dernière saison avec plein de projets, il n'y a que le projet Tax Explorer qui a utilisé genre vraiment beaucoup d'IA générative pour en fait extraire de l'information depuis des PDF de rapports de multinationales et les mettre dans un tableau Excel. Donc c'était un usage qui est très spécifique qu'on a cantonné à ça. Et au final, on a assez peu de projets à impact très fort où on voit que ce besoin-là, il est frontal. Il est genre parfois sur le côté, effectivement, pour rédiger des plaidoyers, des communiqués de presse ou je sais pas quoi, des choses assez vite, pourquoi pas. Mais genre comme technologie centrale pour résoudre un problème, résoudre un problème, c'est pas forcément ça qu'on veut faire, mais en tout cas, pour essayer de s'attaquer à ces sujets-là, au final, on l'a assez peu vu. Donc, on utilise surtout beaucoup d'analyses de données, beaucoup d'algorithmes prédictifs pour venir détecter des choses et un peu d'IA générative pour venir surtout extraire des informations qui vont nous servir à faire quelque chose. Par exemple, là, sur la désinformation climatique, c'est hyper pratique quand on prend 1 an de radio de CNews, de juste récupérer ces 1 an de textes qui sont passés et récupérer à quel endroit sont dit des dingueries pour venir ensuite les fact-checker. Ça se fait hyper bien avec de l'IA générative. Donc, on regarde ces cas-là, mais franchement, c'est pas du tout la majorité des sujets qu'on voit, quoi. Ok, hyper intéressant ce dernier exemple. Bon, il faut trouver la base de données où tu as 100% du transcript de tout ce qui s'est passé à la radio CNews, mais ça s'achète. On l'a. On travaille dessus avec Quota Climat, donc c'est... c'est excellent. J'ai hâte de voir le résultat. Ça va s'appeler comment ? On sait pas encore. Ok, c'est en cours. Ouais. On a commencé il y a pas longtemps parce qu'on a travaillé sur l'information climatique, surtout Quota Climat. C'est eux ceux qui sont très forts là-dessus. Donc on avait calculé l'information climatique, donc quel est le pourcentage dans les médias. Et en fait, plus on calcule le pourcentage, plus on se rend compte du dépourcentage et donc de la désinformation qu'il y a derrière. Et donc, surtout que les pourcentages sont pas du tout les mêmes en fonction des canaux d'information. Et en tout cas, là, on commence à travailler dessus depuis quelques mois et ça va être un de nos gros sujets dans les mois à venir. Super. Et écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans The Big Shift pour nous raconter tout ça, pour nous expliquer ce sujet complexe qui prend une petite heure du coup à expliquer. Hyper intéressant. Je repars avec plein de petits trucs aussi à titre perso pour mon utilisation, donc c'est trop cool. Je sais pas si vous avez un mot de la fin. Non, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. Et puis merci aux 6000 bénévoles du coup de Data for Goose qui œuvrent tous les jours pour ces sujets-là. Quant à moi, si vous êtes encore ici, c'est que vous êtes un de nos auditeurs préférés. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker si ce n'est pas encore fait. Ça nous aide énormément à progresser. Et en attendant, je vous retrouve d'ici une dizaine de jours pour un nouvel épisode. À très bientôt. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.